En préambule, voici la liste des outils dont vous aurez besoin pour le remontage, je précise bien le remontage et non pas le démontage de la fourche. Alors, vous voyez que ce sont des outils assez classiques. La particularité, c'est qu'il est préférable d'avoir une clé à choc et une soufflette pour pouvoir faire les choses aisément. Ça suppose d'avoir un compresseur, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, ou tout du moins encore faut-il avoir l'emplacement pour le mettre, c'est-à-dire un garage ou peut-être une cave ou un atelier. Mais on peut très bien s'en passer. Autre particularité, il faudra un outil professionnel ou fait maison d'emmanchement des joints spi. Donc celui-là, c'est un outil maison que j'ai depuis des années, parce que tout simplement actuellement je n'ai pas ma boîte de douilles qui vont bien, parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Peu importe, on peut très bien s'en passer ou regarder sur internet d'autres alternatives pour justement pallier au manque de ces outils qui vont relativement bien. Sinon, j'énumère les différents outils très vite. Donc là, une clé à cliquet. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser les trois douilles, les trois embouts Allen, 6 pans dans mon cas, qui vont aller bien entendu sur le porte-embout. Une rallonge aussi qui va très bien pour accéder justement aux vis que je vais pouvoir visser, dévisser avec les embouts. Un tournevis plat de taille moyenne, tout ce qu'il y a de plus classique. Un réglet qui servira, ou un mètre qui servira à mesurer, à vérifier la quantité d'huile qu'on aura introduite à la fin du remontage. Un petit bocal dans lequel j'ai mis un petit peu d'huile et dans lequel je tremperai mes doigts afin de badigeonner les différents éléments au remontage. Du WD-40 où là j'ai la même chose mais acheté chez Decathlon puisque je n'ai plus de WD. Pourquoi? Parce que celui-ci de chez Decathlon il fait quasiment aussi bien le job et il est moins cher. Et comme j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, j'aime bien un petit peu essayer tous les produits que je trouve sur le marché en fonction des rencontres, des opportunités qui se présentent. Un maillet pour taper un peu sur certains éléments qui sont un peu récalcitrants. Donc je l'ai dit, la clé à choc. Tout simplement un peu de papier pour essuyer le surplus d'huile. La seringue, moi j'utilise une seringue pour pouvoir mettre de l'huile, remplir les tubes de fourche, mettre de l'huile dans les tubes à la fin du remontage. La soufflette pour nettoyer. Et puis c'est tout. Voilà. Donc pour le remontage, ça va relativement vite. On n'a pas besoin de 50 000 outillages. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. De grâce, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez les différentes vidéos que je ferai. Alors, on se retrouve pour cette 3e vidéo consacrée au démontage, remontage de la fourche du TDM qui est ici. Ok. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu comment démonter la fourche, comment la désassembler. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment vérifier la fourche et déterminer quels sont les éléments à remplacer et à nettoyer. Et maintenant que tous ces éléments sont là, bien disposés, bien nettoyés, bien soufflés, bien époussetés, car bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de poussière qui puisse rentrer, surtout dans les fourreaux de fourche, il faut qu'ils soient bien nets. Voilà, donc une fois que tout est prêt, on n'a plus qu'à procéder. Dernière petite chose, petit détail, mettez des gants propres et non pas des gants crades qui ont déjà servi. Pourquoi? Non pas pour ne pas vous salir, parce que tous les éléments sont déjà propres et donc vous aurez peu de risque de salissure, mais au contraire pour que vous ne mettiez pas de traces de doigts sur les différents éléments, et notamment les tubes de fourche qui sont chromés, ni sur les bagues qui sont censées être des bagues propres, neuves. D'accord? Donc par pitié, ne venez pas tout saloper avec des mains dégueulasses ou des gants dégueulasses. Investissez dans une part des gants tactiles comme celle-ci. Maintenant, on en trouve de partout pour cause du fameux Covid. Et avec ça, vous ferez quelque chose de propre et de cohérent. Dernier petit conseil, se munir de la microfiche. Donc si vous n'avez pas la microfiche, vous allez sur internet, vous allez sur Backparts, pièces-yamaha.com par exemple, ou sur n'importe quel autre site de pièces détachées avec les éclatés, les microfiches. Vous munissez de la microfiche ou de la revue technique, du manuel d'atelier en fonction de ce que vous avez à portée de main ou pas. Allez, c'est parti. Alors par quoi commencer? Moi je commence par le bouchon supérieur de fourche qui est ici. Donc le point vérifié, c'est que le joint torique qui est ici
ne soit pas abîmé. Quand je dis pas abîmé, c'est-à-dire pas pincé, ok, pas trop sec, et surtout pas trop distendu. En général, comme c'est un joint, comme ce sont des joints qui baignent en permanence dans l'huile de la fourche, et qui surtout sont dans un environnement qui est relativement hermétique. Donc en général, hein, une fourche, elle n'est pas non plus soumise à la chaleur comme les éléments qui sont dans le moteur. Donc en général, ces joints-là sont relativement en bon état. Vous pouvez aussi les changer si vraiment ils sont trop vieux et si vous avez un doute. Mais là, comme vous le voyez, hein, le joint brille, le joint est parfaitement souple. Il n'y a aucune raison il est souple, il est élastique. Il n'y a aucune raison de le changer. Dans ce bouchon, ce capuchon, je viens insérer la vis de tension, ok, que l'on va visser et qui sert effectivement à régler la dureté de la fourche, de fonctionnement de la fourche, hein, en précontrainte. Petite chose que je fais moi, c'est que je prends un peu d'huile sur le doigt. Avec l'huile, je viens badigeonner donc tout le pourtour de la vis de dureté, ok, surtout pour que le joint lui rentre bien dans le bouchon. Ici je viens l'insérer et ensuite je viens à la main tout simplement serrer. Voilà, donc je vais arrêter de filmer, serrer avec les deux mains et je reprends après. Voilà, donc ce que je fais maintenant, c'est que avec le chiffon, tout simplement je nettoie. Pour enlever le petit excès d'huile que j'ai mis, je nettoie la vis de réglage, je nettoie le bouchon. Bien entendu, je le fais avec une main puisque j'ai pas les deux mains qui sont disponibles. Et je nettoie aussi le doigt sur lequel il y avait de l'huile. Donc j'en ai profité pour faire les deux bouchons. Celui-ci aussi, j'ai déjà vissé jusqu'au bout. Et maintenant, je vais venir introduire la tige de blocage qui est ici, hein, qui va jusqu'au bout. Et cette tige, on lui adjoindra sa rondelle. La rondelle ne va pas sur le dessus, hein. La rondelle va ici, à l'intérieur, en dessous. Pourquoi? Parce que la tige, elle rentre ici. Si vous mettez la rondelle, vous pouvez essayer. Forcément, ça ne rentrera plus. Le but, c'est que la tige rentre et sorte complètement. On va le voir tout de suite. Donc pareil, je prends un petit peu d'huile sur le bout du doigt et puis une fois de plus, je viens huiler le pourtour parce qu'ici on a un joint torique aussi et on fait les mêmes vérifications sur ce joint que sur celui qui est ici. Voilà, j'ai enfoncé la tige jusqu'au bout, donc on voit bien qu'elle sort, hein, à son extrémité. J'ai pas eu besoin de forcer. Si toutefois vous avez un peu de difficulté, essayez de l'enfoncer en vissant, d'accord, comme s'il y avait un peu de vis. Mais ici, il n'y a aucun pas de vis. Hein. Ici, c'est simplement la tige qui est enfoncée dans son orifice. Et après, pour finaliser, on vient effectivement prendre la rondelle. Il n'y a pas de sens particulier. Hein. Vous la mettez dans le sens qui vous intéresse. Et cette rondelle va venir embuter sur le ressort, le gros ressort qui est ici. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fini pour cette partie-là du bouchon de fourche. Ici, une bague de friction, c'est la bague inférieure. À l'intérieur, on a une partie cuivrée qui vient prendre appui directement ici sur le tube de fourche, ça s'enquille dedans. Et le fourreau qui est ici, lui va coulisser à l'extérieur de cette bague sur la partie en téflon qui est ici. Donc on a un revêtement en téflon sur le cuivre. Et comme vous le voyez, d'une part, le revêtement, il est marqué. Il y a des éclats de téflon. Et d'autre part, on a toute cette partie-là qui a été arrachée. Et qui a été surtout arrachée lors du désassemblage de la fourche. Parce que lorsqu'on a tiré sur le tube pour faire venir débloquer le tube de fourche du fourreau, donc le tube qui est là pour l'enlever du fourreau, lorsqu'on tire dessus, le problème, c'est que cette bague-là, elle vient en appui sur l'autre bague de coulissement, de friction, qui est celle-ci, celle du dessus. Et du coup, ça vient taper. Elle a tendance à venir s'engouffrer dedans. Et la conséquence, c'est que bien entendu, ça arrache le revêtement téflon qui est là.
Alors je dis revêtement téflon parce qu'en fait c'est une sorte de revêtement plastique qui sert de traitement de surface pour permettre un coulissement permanent, régulier et sans encombre du tube dans lequel va la bague ici, hein. Donc du tube dans ce logement, c'est-à-dire dans le fourreau, dans l'aluminium pour coulisser contre l'aluminium du fourreau. Vous avez cette partie là, cette bague de coulissement haute qui elle vient ici dans la partie interne du fourreau, la partie supérieure, et là c'est l'inverse, là c'est le tube qui lui vient coulisser à l'intérieur de la bague. La bague, vous voyez, elle va dedans, donc là je l'écarte un peu, elle rentre dans le tube et en fait le tube coulisse à l'intérieur, ce qui veut dire que la partie extérieure, elle est prise ici, elle est fixe là dans ce logement du fourreau, ce qui veut dire que tout simplement la partie sur laquelle il y a un coulissement qui est effectué, si j'arrive à l'enlever, merci, c'est pas grave, je prends l'autre qui est identique. Donc la partie sur laquelle il y a un coulissement qui se fait, ce n'est pas cette fois-ci la partie extérieure, mais c'est la partie intérieure. C'est pour ça qu'on a le revêtement qui lui est appliqué. On a le focus qui se fait mal. On a le revêtement qui est appliqué donc sur la partie intérieure. Et là vous voyez aussi que le revêtement est abîmé, d'une part à cause de l'usure normale de fonctionnement de la fourche, et d'autre part à cause du fait d'avoir ôté en force, d'avoir enlevé en force le tube de fourche de son fourreau. Et comme je l'ai indiqué, de ce fait, la bague inférieure est venue taper contre la supérieure. Et on a eu, pour la bague inférieure, détérioration de la surface en téflon à l'extérieur. Et du coup, pour la bague supérieure, on a eu détérioration du téflon sur la partie basse de cette bague, mais la partie intérieure, puisque l'une, en fait, je répète, l'une coulisse sur l'extérieur, celle-ci, et l'autre coulisse sur l'intérieur. Voilà, donc là très clairement les deux bagues sont à remplacer. Le problème c'est que contrairement aux joints SPI qui aujourd'hui sont relativement bon marché, disons une dizaine d'euros pour chaque joint SPI, ok, les bagues elles sont beaucoup plus chères. Pour ces deux bagues par exemple qui sont des bagues de TDM, la bague, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, de tête, la bague supérieure vaut, celle-ci, vaut 17 euros et la bague inférieure en vaut 19. Donc on est à 35 balles tout de suite, juste pour un tube de fourche. Donc sachant qu'il y a deux tubes de fourche, vous faites le calcul, 2 fois 35, enfin plus de 35 même, on est quasiment sur 75 euros. 75 euros pour simplement les bagues, plus encore 2 fois 10 euros pour les joints. Donc plus 20 euros, ça nous fait 90 euros. Plus on peut rajouter aussi les caches poussières qui eux sont beaucoup plus chers, qui coûtent à peu près 20 euros pièce. Donc 90 euros plus 40 euros, ça nous fait déjà 130 euros. À cela, vous pouvez aussi ajouter le dérive air, le dérive moustique, le cache poussière qui va au-dessus du fourreau, qui n'est pas simplement que esthétique. Vous pouvez aussi éventuellement le remplacer, parce que quand on le démonte, même en faisant gaffe, on finit par abîmer les petits ergots de maintien qui sont là. Donc là, ça va, j'ai pas trop forcé, je les ai enlevés en faisant attention. Celui-ci d'ailleurs semble relativement encore en très bon état, mais l'autre, par contre, est un peu plus abîmé, donc éventuellement ça se change. Et ça vaut moins cher, ça vaut une dizaine d'euros pièce. Dizaine d'euros pièce, donc 130 plus encore 2 fois 10 euros, ça fait 150. Et enfin, on a aussi les deux circlips de fourche de maintien du joint SPI, les deux qui vont sur le joint SPI, qui vont ici dans la rainure où j'ai l'ongle,
ces deux joints SPI sont pas chers, ils valent entre 1 et 3 euros. Il est préférable de les changer. Pourquoi? Parce que très souvent ils sont oxydés. Ils sont oxydés. Si vraiment ils sont en super état, vous les frottez, vous les nettoyez un peu, vous les gardez. Mais bon, après, je dirais qu'on n'est plus à 5 euros près, quoi. Donc, en gros, et j'oubliais aussi, bien entendu, l'huile de fourche. L'huile de fourche, sachant que grosso modo, il faut compter 1 demi-litre par fourche. Mais que ce n'est jamais 500 millilitres tout rond qui vont dessus dans la fourche, mais toujours 510, 520, 530. Donc ça vous oblige à acheter non pas 2 bouteilles de 500 litres ou une de 1 litre, mais en général 3 bouteilles de 500 millilitres, pardon, millilitres, hein, pas millilitres, pas litres, millilitres. Donc comptez à peu près une quinzaine d'euros pour l'huile de fourche. Donc grosso modo, je suis en train de vous dire que juste pour remplacer les 2 bacs de friction, le joint SPI, le cache poussière, le circlip, si on n'en prend qu'un, plus le cache poussière supérieur, plus l'huile, vous en avez déjà, donc le tout multiplié par 2, puisqu'il y a 2 bras de fourche, vous en avez déjà pour à peu près 150 balles. Uniquement en fourniture. À cela, si vous le faites faire, vous rajoutez la main d'œuvre du mécano de l'atelier qui vous le fera. Il faut... après, chacun a ses normes, chacun a son tarif, mais il faut au moins 2 bonnes heures pour le faire correctement. Donc voilà, vous arrivez facilement à un tarif de 200 balles, 200 euros pour la réfection d'une fourche. De là, si vous trouvez une fourche d'occasion, en bon état, sans fuite, pour moins cher, moi je dirais il n'y a pas photo, quoi. L'un dans l'autre, on trouve facilement des fourches pour 50 à 100 balles. Sur la majorité des machines, sauf les machines qui sont vraiment très exclusives ou trop récentes. Donc l'un dans l'autre, vous emmerdez pas, quoi. Achetez l'occasion. Ça, pour moi, le calcul est vite fait. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui est super bien fait, notamment dans le cadre d'une restauration, et si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose qui tiendra la route, parce que bien entendu, si vous achetez une fourche d'occasion, quelle qu'elle soit, vous n'aurez jamais la sécurité d'avoir une fourche qui a été démontée, comme c'est le cas ici, qui a été nettoyée, qui a été inspectée, et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une fourche finalement qui fuit. Mais moi, je préfère dire que si on a peu de moyens, on se prend une fourche d'occasion. Si on a plus de moyens, qu'on veut se faire plaisir, qu'on a le temps et vraiment qu'on fait les choses bien, dans ce cas-là, ben, on refait, mais ça a un prix. Voilà.